troisième et dernière partie du Politicien sont toujours avec moi Ramata Maïga Koulibaly, présidente du collectif des Maliens de France pour la paix, Tiefing Sissoko, docteur en sciences de l'éducation, et Tiambel Gimbayara, directeur de publication de La Voix du Mali. L'attaque du village Peul d'Ogosagou, au-delà du drame, lève également le voile sur un phénomène sur lequel beaucoup de spécialistes avaient tiré la sonnette d'alarme, celui d'un glissement de l'insécurité du nord vers le centre du pays. L'épicentre des violences ne se situe plus à Kidal ou à Tombouctou, mais désormais dans les cercles les plus enclavés des régions de Mopti et de Ségou. Écoutez à ce propos Bakary Traoré, consultant spécialiste du Mali et du Sahel. Les groupes terroristes essaient d'adapter chaque fois leur stratégie en quelque sorte à la situation nouvelle qui se présente. Autant l'État malien, les FAMA, les forces armées maliennes s'organisent pour contrer leur avancée avec l'appui des partenaires qui appuient l'armée malienne. Eh bien, en même temps, l'ennemi, les groupes terroristes adaptent aussi également leurs dispositions. Et c'est comme ils ont été mieux contrés au niveau donc des régions du Nord, et avec la signature bien sûr de l'accord en 2015, eh bien les tensions se sont diminuées dans le Nord, eh bien ils se sont repliés vers le centre. Et cela dit, est-ce que l'État n'a pas fait quelque chose par rapport à ça? Oui, l'État a envisagé bien sûr la loi, donc a adopté une loi de stabilisation, de sécurisation et de stabilisation des régions, des centres de région qui concernent notamment Mopti et Ségou. Mais ce qui est à déplorer à mon avis, c'est vraiment justement l'adaptation, la mise en œuvre de ce plan de sécurisation en question. Certes, il est beau de prévoir des moyens par rapport au centre sur les textes théoriquement, mais concrètement sur le terrain, eh bien le résultat reste à désirer aujourd'hui. Et je pense que l'une des conséquences justement de la défaillance de la mise en œuvre de ce plan d'application de sécurisation du centre qui a fait que, à mon avis, en partie, eh bien, il y a eu ce massacre qui a eu lieu donc dans le village Ogosagou. Tiefing Sissoko, on a concentré tous les efforts sur le nord du Mali et finalement on peut dire que le centre a été délaissé et est devenu un terrain propice aux groupes extrémistes et à ces violences communautaires. À l'apparence, en fait, il y a l'effort qui a été concentré sur le nord et que finalement, ça laisse le centre un peu dans une zone de non-couverture de l'armée. Mais ça, c'est uniquement en apparence, puisque comme nous l'avons indiqué en introduction, en fait, le nord, il est pas toujours sous contrôle. Donc une bonne partie de l'armée, les FAMAS, se retrouvent en fait cantonnés au centre avec des patrouilles qui sont effectuées dans cette zone. Hier, lorsque le président de la République a pris la parole à la télévision, qu'est-ce qu'il a indiqué? Il a indiqué que le Mali est un vaste territoire. Bon, donc tout d'un coup, que le Mali soit grand, je pense qu'on ne le découvre pas, on ne l'a pas découvert hier. Le Mali est grand depuis très très longtemps et on le sait. Et donc les pouvoirs qui sont arrivés là, quand ils sont arrivés, ils ont cette légitimité et donc ils se sont engagés en connaissance de cause en sachant que le Mali était un très vaste territoire. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des réseaux qui permettent justement de contrôler tous ces groupuscules, de les dissoudre et puis finalement de contrôler tout ce qui se passe sur cette zone. Comme nous l'avons indiqué aussi, cette zone c'est une zone stratégique. Donc le gouvernement ne peut pas ignorer les raisons géopolitiques de cette zone, en se disant que d'un côté, il y a des territoires qui sont pas totalement contrôlés et de l'autre côté des territoires qui sont convoités. Et donc à partir de là, l'essentiel des mouvements vont s'effectuer vers le sud puisque en fait la région centre c'est le point d'entrée et puis stratégiquement c'est pas très loin, vous l'avez compris, c'est pas très loin aussi de Burkina Faso qui est juste à côté, donc qui permet aussi d'avoir l'arrivée de la logistique et d'autres matériels aussi. Donc on voit bien que ces groupements qui sont en train de prendre de l'ampleur dans cette zone sont de plus en plus équipés. Alors d'où est-ce qu'ils tirent leurs équipements? Bon, en tout cas, mystère là-dessus. Et je crois que là, le gouvernement doit agir dans cette zone pour que ça soit sécurisé. Là, tout d'un coup, on a découvert hier
que d'une part, le Mali était grand et que d'autre part, ces groupuscules peuvent avoir une force d'attaque impressionnante. Puisque là, c'est presque un village qui a été décimé. Vous l'avez vu. Des femmes et des enfants qui ont été assassinés, qui ont perdu leur vie. Des pauvres citoyens, en fait. Oui, alors, Tchambel et Gimbayara, pour rester sur cette idée, effectivement, le Nord n'est toujours pas sécurisé, mais tout de même, on a l'impression d'un glissement de l'épicentre des violences du Nord vers le centre. Comment vous expliquez ce phénomène? Non, le glissement de l'insécurité du Nord au centre est stratégique. Hein. C'est stratégique, c'est tout simplement imposé. C'est pour nous faire oublier le Nord. Parce que alors, imposé par qui? La reconquête... Imposé par qui? Imposé par des plans conçus par les multinationales, par tous ceux qui soutiennent ces djihadistes. Ces djihadistes ne sont pas, Amadou Koufa, il ne tombe pas du ciel, il est créé, il est soutenu, il est financé par des gens. La Mauritanie l'a accueilli un moment, il s'est refusé dans la forêt du Ouagadougou, on l'a dit, on l'a redit encore. Et ces groupes-là s'alimentent quelque part. Si des pays comme la Mauritanie, comme l'Algérie, continuent à donner ces groupes une subsistance, un appui matériel, de l'aide conséquente, le Mali seul ne peut pas faire face. Si le G5 Sahel n'a pas survécu, malgré la mobilisation des moyens, c'est parce que l'Algérie n'en veut pas. Si la France, elle, ne dit pas la vérité, elle n'aide pas le Mali là où il faut l'aider. Elle est au nord parce qu'il faut être au centre aujourd'hui, elle est au sud quand il faut être au nord, à l'ouest, ça ne peut pas marcher. Si l'Europe ne laisse pas le Mali constituer son armée, sortir des contingents de 300, monter en puissance, occuper les jaunes, désarmer ces groupuscules, ces bandits armés, ça ne peut pas marcher. Et les Maliens doivent le savoir, il faut leur dire la vérité maintenant. Il est temps qu'on se dise les vérités. On a perdu au centre l'un des plus grands fils de ce pays-là. Celui qui est à l'avènement de la Dina, qui a vécu pendant des centenaires, qui a islamisé ce centre-là, il s'appelle Sékou Salah. Sékou Salah a perdu son dernier fils, toute sa famille a été décimée. Et ma cousine faisait partie de ces lots-là. Il faut vivre ces questions-là pour savoir ce qui se passe. Il faut vivre cette situation pour ne plus parler politiquement correct, pour ne plus parler politique quand il s'agit de parler de la vérité. C'est des vies qui sont en danger. C'est la vie des Maliens qui sont en danger, des habitants qui sont en danger, qui ont choisi de résider dans ce pays-là. Au nom de quoi on ne les protégerait pas? Si un gouverneur doit partir, qu'il parte. Si un commandant militaire de zone doit partir, qu'il parte. Si le Mali doit se résoudre à résoudre ce problème-là, qu'on meurt tous, armes à la main, nous irons défendre notre sol et nous irons défendre notre territoire. Et personne ne peut nous empêcher de faire ça. Ramata Maïga Coulibaly, vous diriez aussi qu'il y a une stratégie de faire glisser cette insécurité du nord vers le centre? En fait, même s'il y a une stratégie de faire glisser l'insécurité du nord au centre, de toutes les manières, ce n'est pas glissé. Hein. Le nord n'est pas encore en sécurité. Bien, malgré la présence de Barkhane et de MINUSMA, il y a toujours des morts, il y a toujours des attaques, il y a toujours tout simplement. Là, ça atteint un certain paroxysme. Donc, c'est pour ça que tout le monde parle du centre et de l'autre côté, on oublie le nord, comme Tchambel l'a dit. Mais sinon, l'insécurité est encore latent dans le nord. Mais je vais dire tout simplement, ce glissement, peut-être ça peut être politique, mais comme dit, il y a un adage Bambara qui dit si ton visage, tu le transformes en lait, le chat, il va lécher ton visage. Parce que si nous avions un gouvernement fort, si nous avions des représentants qui, depuis 2012-2013, se sont dit que le Mali, il faut qu'on le sauve, qu'on se donne la main, qu'on sauve le Mali, au jour d'aujourd'hui, on n'en serait pas là. Si nos dirigeants avaient dit que le peuple malien est fort et le peuple malien est souverain, qu'il faut qu'on dise la vérité au peuple, on n'en serait pas là. On a enrôlé le peuple dans le mensonge depuis les accords de Ouaga jusqu'aux accords d'Alger. Nos dirigeants ont enrôlé les gens dans le mensonge en miroitant un accord
qui va ramener la paix et c'est cet accord qui ne va jamais ramener la paix. Comme dit Tchambel, je l'ai dit tout à l'heure, il faut que tout le monde, tous ces groupes soient désarmés. SEMA, c'est des bandits armés. MNLA, c'est des bandits armés. Plateforme, tous ces gens-là, il faut que tout le monde soit désarmé et que MINUSMA, Barkhane, toute la communauté internationale qui disent qu'ils sont au chevet du Mali, qu'ils aident le Mali, ils n'ont pas à dépenser tout cet argent qu'ils jettent par la fenêtre. Ils n'ont qu'à l'utiliser pour aider notre armée, pour qu'on ait une armée souveraine, une armée républicaine qui va être dépliée sur tout le Mali. Le problème, il sera résolu. Là, c'est un problème politique, un problème dont les gens n'ont pas la volonté politique. Mais si le peuple, moi je dis, il faut que le peuple malien se lève. S'il faut une révolution, il faut une révolution. Il faut qu'on se lève pour dire à la communauté internationale, ça suffit. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Il y a eu 160 morts. Les médias, si on regarde les médias français, à peine ils en ont parlé. Il y a eu ici des génocides. On dit comparaison n'est pas raison. Lorsqu'il y a eu l'attaque du journal, comment il s'appelle, Charlie Hebdo, combien de chefs d'État sont venus marcher depuis la place de la République jusqu'à la Nation? Il y a eu 160 morts. Quel est le président de la République qui s'est déplacé pour aller au chevet du Mali? Personne. Il y a une question de leadership aussi, puisque quand on compare les deux réalités, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a un leadership qui a été assuré ici, qui a été assumé, qui a permis d'attirer un nombre important de personnes en fait ici. Là-bas, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on regarde un peu tout ça, c'est le sentiment que ça nous laisse, c'est que la façon dont tout ceci se gère ne correspond pas, en tout cas n'est pas à la hauteur des attentes. Vous dites que c'est un conflit, c'est une crise importante, une crise profonde. Ça doit se régler politiquement aussi. Et je crois que là, le conflit doit se régler politiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut appeler les uns et les autres sur une table de négociation. Non, je vais dire que c'est un manque de volonté politique pour résoudre le problème. Et ça, c'est latent. Et il faut assurer aussi les moyens d'assumer et d'assurer ces politiques, les politiques que nous envisageons. Puisque malheureusement, on a l'impression que finalement, depuis qu'on a réfléchi sur ce débat, je n'ai pas cessé de me poser la question, mais qu'est-ce qui pose problème dans notre pays? Est-ce que les meilleurs hommes qui peuvent régler ces problèmes ne sont pas toujours au devant des affaires, ou est-ce qu'il y a quelque chose, entre guillemets, nous-mêmes qui sont fautifs? Et je crois que oui, chacun de nous a sa part de responsabilité dans ce qui arrive. Malheureusement, nous avons, dans ce système démocratique, nous avons élu des personnes pour nous représenter. Et aujourd'hui, les réponses qui sont apportées par ces personnes ne sont pas à la hauteur. Cela ne veut pas dire que c'est impossible. Cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas peut-être réussir. Mais il faut qu'on arrive à faire des pressions sur eux pour qu'ils apportent des réponses. Est-ce que vous diriez que là, il y a une prise de conscience là, avec cette attaque? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? En fait, depuis les années 91, et même bien avant, aux premières crises de la rébellion, on a toujours évoqué cela, on a toujours parlé de la prise de conscience. Malheureusement, cette prise de conscience, elle est que éphémère. À chaque fois, on va accuser des personnes, on va chercher, comme le disait Tchambel aussi, on va chercher des boucs émissaires. En cherchant des boucs émissaires, on va les remplacer par d'autres personnes. Mais c'est la survie du même système. C'est la survie aussi de cette forme de mensonge. Pourquoi est-ce que la crise revient sans cesse? Parce qu'il y a des promesses qui sont faites à des groupes et des promesses, dès le départ, on sait qu'on ne va jamais les assumer. À partir du moment où on sait qu'on ne va pas assumer ces promesses, mais finalement le problème revient comme un effet de boomerang. À un moment donné, je crois qu'il faut qu'on s'attaque au problème à leur racine. Et je crois que personne ne veut assumer cela. Il faut qu'on s'attaque au problème à leur racine. Mais il y a quand même un plan de sécurisation qui a été lancé dans le centre du Mali. Le plan de sécurisation intégré des régions du centre qui a été lancé en octobre 2018. Tchambel Gimbayara, ça veut dire quoi? Que ce plan a été un échec? Le plan d'intégration et de stabilisation du centre précède est dans un plan vaste de programmation, de loi d'orientation, de programmation qui s'étend sur plusieurs années. Et ces plans, on ne peut pas les mettre en marche
tant qu'il n'y a pas de moyens. Et ces moyens qui sont mobilisés sont donnés à compte-gouttes par la communauté internationale qui nous met presque sous pression. Nous avions connu en 2012 à Guelog, c'était 17 militaires tués. C'est des événements douloureux et tragiques. On a connu Djoura, où le nombre a quintuplé. Aujourd'hui, on en est après Kologo. Bankas, la liste est interminable. Et Ogosagou met vraiment les feux doubles sur la situation. La prise de conscience, elle doit se faire à tous les niveaux. Le chef de l'État doit se regarder dans le miroir et dire qu'est-ce que j'ai fait jusque-là qui n'a pas marché? Qui a failli? Qui ne fait pas son travail? Il doit parler au peuple. La réalité, c'est ça. Parler avec son cœur, parler avec son âme, parler en toute sincérité et dire aux Maliens, les regarder en face, voilà, vous m'avez élu pour la deuxième fois, après 77%, 68% pour conduire les destinées de notre pays. Voilà ce à quoi nous avions aujourd'hui comme difficulté. C'est à quoi il faut faire face. Voilà comment résoudre le problème. Voilà ce que je demande et ce que je dis à chaque Malien. Et moi, je m'y engage en premier. Suivez-moi. Il faut, à un certain moment donné, il faut des hommes exceptionnels pour relever des défis exceptionnels. Et cela, le Mali est au tournant aujourd'hui. Il faut assumer cela. Chacun d'entre nous doit l'assumer pour sortir de cela. Parce que ces populations, on ne va pas continuer à les accompagner dans leur calvaire. Thiambel Gimbayara, ce sera le mot de la fin. Cette émission est à présent terminée. Ramata Maïga Coulibaly, merci d'avoir été avec nous. Je voulais juste dire que, s'il vous plaît Fanny, c'est que samedi 30, il y a une grande marche qui sera organisée de Montparnasse à l'ambassade du Mali afin de crier notre colère, afin de rassembler le peuple malien autour du Mali. Alors rappelez-nous la date. C'est samedi 30 mars de Montparnasse à l'ambassade du Mali à 13h. À Paris, en France, très bien. Tchefing Sissoko, merci également d'avoir été là. Merci de votre invitation et peut-être un mot de fin aussi pour parler de cette initiative que nous avons lancée en interpellant le président de la République. C'est une lettre ouverte que nous avons adressée au président de la République pour qu'il réagisse sur la question de l'éducation. Et donc, je crois que la réponse du président de la République est attendue sur la crise de l'éducation. Nous avons lancé le mouvement Les Petits Stylos. Et donc, ce mouvement a adressé une lettre au président de la République et nous attendons sa réaction sur ces questions de gouvernance, des acteurs de l'éducation et des valeurs du système éducatif. Très bien, merci Thiambel Gimbayara, merci d'avoir été avec nous. C'est moi. Et merci à vous de nous avoir suivis, merci de votre fidélité aux Politiciens. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.